Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia à Marseille. Alors aujourd'hui, je vous demande tout de suite d'aimer cette vidéo pour soutenir Stéphane, qui est moniteur fédéral premier degré et qui passe son diplôme d'état et qui, dans ce cadre, fait son stage avec Aquadomia à Marseille. Donc merci de liker cette vidéo et tout de suite un cours formation plongée niveau 4 sur le matériel. À très bientôt. Formation Aquadomia. T'adores ce que tu vois? Bien, donc aujourd'hui on se voit pour le cours sur le matériel niveau 4. Pour la partie matériel, en général, on va avoir une partie qui va être sur le compresseur. Donc là, je ne fais pas le cours sur ce que vous avez eu sur tout ce qui est réglementation. Vraiment, regardez la partie technique des compresseurs. Ensuite, des compresseurs, on va discuter un petit peu de tout ce qui est bouteilles et blocs, d'accord. Et puis enfin, on regardera un petit peu tout ce qui est détendeur. Donc regardez un petit peu comment ça fonctionne et quelles sont les différentes technologies qu'on peut utiliser. Et pour faire un choix, comment faire la distinction entre ces différentes technologies par rapport à ce qu'on a besoin pour plonger. Donc pour commencer ce cours, il y a des notions qui sont relativement importantes. La première notion, c'est la notion donc de siège et de clapet. Donc en général, c'est représenté comme ça. Donc pour que l'air puisse circuler d'une partie à l'autre, on va avoir un système de siège et de clapet. Quand il est ouvert, l'air passe, d'accord. Et quand on va venir le fermer, l'air ne passe plus. Donc ça va être le cas pour schématiser sur la robinetterie par exemple, sur tout ce qui est système de robinetterie. On a également ces systèmes-là qui sont mécaniquement dans les détendeurs, d'accord. Donc ce qu'il faut savoir sur un compresseur, c'est qu'en général on a 4 étages, d'accord. Donc c'est un petit peu comme un moteur automobile. On va avoir des pistons, sauf qu'à la différence d'une voiture, les pistons vont être de taille de plus en plus petite, d'accord. Voilà. Donc on a nos pistons qui vont être mobiles, qui vont être attachés à un système comme ceci, ce qu'on appelle un vilebrequin. Et donc, quand on applique une rotation, donc on met un moteur électrique ou plus rarement un moteur thermique à essence, ces pistons dans la chambre vont circuler de façon longitudinale et vont venir compresser l'air. Donc ici, il faut se représenter à chaque fois le piston dans une chambre, et à chaque fois que le piston va remonter, donc il va venir comprimer l'air. Donc l'air va rentrer dans le piston, ici. Donc quand le piston descend, on va avoir un système de clapet comme ça, qui va venir, par l'aspiration, s'ouvrir et laisser rentrer l'air dans le piston, à la descente, d'accord. Et quand le piston va remonter, la pression va augmenter ici, donc ça va venir fermer cette partie-là, et on en a un autre de l'autre côté, ici, et l'air comprimé cette fois-ci va venir passer ici. On a ici des systèmes de contrôle avec des systèmes de sécurité si la pression augmente trop. Par exemple, si là il y a un serrage, ce piston-là ne fonctionne plus, il est bloqué, pour que celui-ci arrête d'envoyer de la pression, ici la pression va pouvoir s'échapper. Donc on a tout un système, on va pouvoir contrôler la pression, on va pouvoir la laisser s'échapper. On va également avoir ce qu'on appelle des décanteurs, donc c'est des systèmes. Il faut se représenter ça comme un tuyau qui va venir, l'air qui est comprimé arrive ici et il est projeté dans une cavité. En fait, l'air va se refroidir, va venir se condenser ici sur la paroi et on récupère au fond et on laisse l'air s'échapper ici. Donc ça, on va avoir ces systèmes-là parce que l'air qu'on va récupérer de l'extérieur peut être légèrement humide et donc on préfère que l'humidité soit condensée au niveau du compresseur qu'ensuite envoyée dans les tampons, éventuellement dans les bouteilles. Donc cet air, il est compressé une première fois. Je le refais en vert parce que là, il va rentrer dans la deuxième chambre. Donc il est compressé une fois et il va suivre la même étape à chaque fois. Les pistons sont de plus en plus petits.
vite parce que à chaque fois c'est de plus en plus dur de comprimer l'air. D'accord. La dernière chose à savoir sur le compresseur, donc on va pas parler des modèles, hein, c'est comme les voitures, moteur en V, en étoile, etc. On va pas rentrer dans ces détails-là, ça a aucun intérêt. Mais il faut savoir, donc il y a des systèmes de sécurité, il y a des systèmes de décanteurs. Donc ici, il y en a qui se purgent automatiquement, il y en a qui se purgent manuellement. Donc il va y avoir un carnet d'entretien et il y a une équipe dédiée qui a le droit de faire les maintenances régulières, changer les filtres, etc. sur cet équipement-là. Et il faut savoir que quand on démarre un compresseur, des fois on entend un bruit de claquement, d'accord? Il ne doit pas perdurer, mais ce dernier piston, il est tellement petit qu'on peut pas avoir de système avec des bielles, avec des roulements à billes, etc. C'est trop petit, donc c'est des pistons qui sont libres et on entend en fait la bielle venir taper contre ce piston-là au début, jusqu'à ce qu'il y ait de l'air suffisamment comprimé qui résiste là et il soit plus libre, mais il vienne comprimer de l'air. Donc au démarrage, les premiers tours du système, on va entendre clac 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 et puis ça va s'arrêter. Ça c'est normal. Par contre, si ça perdure, il peut y avoir un problème, comme on peut avoir un problème sur un moteur automobile. Donc là, il faut arrêter le compresseur. Encore une fois, il y a une formation à suivre de toute façon pour pouvoir être sur la liste de gonflage. Là, vous avez vu dans tout ce qui est dans tout ce qui est réglementation, seulement les personnes habilitées peuvent utiliser le compresseur, peuvent gonfler les blocs. Le carnet d'entretien doit pouvoir être mis à disposition, etc. Ok ? Des questions jusque-là? Sur le compresseur, c'est bon? Très bien. Donc derrière le compresseur, on va acheminer l'air sur un système de rampe avec des malots et puis surtout des flexibles qui vont permettre ici de gonfler les blocs. D'accord? Et puis sur ce système-là, on va aussi pouvoir mettre ce qu'on appelle des tampons. C'est des grosses bouteilles de plongée. D'accord? On va pouvoir mettre des tampons pour conserver de l'air comprimé, entre guillemets, à la demande et gonfler plus vite pour éviter le soir d'avoir la queue et de gonfler les blocs très lentement. Donc le compresseur tourne, on a des vannes qui sont situées ici, qu'on va pouvoir ouvrir et dans ce cas-là, l'air du compresseur, s'il n'y a pas de bloc en cours de gonflage, va aller remplir les tampons. Quand les tampons sont pleins, le compresseur normalement s'arrête automatiquement. Et quand on vient gonfler le soir, on va choisir d'abord un bloc de tampons, ensuite un autre bloc de tampons, et puis quand vraiment on commence à tout vider, on relance le compresseur aussi pour compléter. Ok? Ça c'est ce que vous nous voyez faire quand on fait le remplissage le soir. Des questions ou c'est tout clair? On avait vu un petit peu à la rampe un petit peu comment ça se passe. Donc là, les problèmes courants, mais c'est de plus en plus rare, donc il y a un filtre avec filtre à charbon, etc., qui est en fin de compresseur. Les problèmes en particulier, ça peut être des gouttes d'huile ou des choses comme ça dans l'air qu'on respire. Donc deux problèmes, ça peut être lié à la prise d'air. Là vous avez vu, c'est un manchon qui est quand même à 2,50 m du sol, loin de tout système thermique ou qui crée des poussières ou des choses comme ça. Donc normalement ici c'est pas la prise d'air qui va poser problème, mais voilà, il suffirait que quelqu'un fasse un barbecue à côté du local et on a du CO2 en plus et des odeurs qui vont rentrer dans l'air, qui va être ensuite comprimé, envoyé dans le tampon et envoyé dans les blocs. Et le deuxième problème, ça peut être un problème éventuellement d'entretien, où les filtres à charbon sont plus de bonne qualité et ils laissent passer des particules d'huile ou des choses comme ça. Et donc là, il faut vérifier avec la personne qui s'occupe de l'entretien et de la maintenance pour savoir où il en est et éventuellement changer un filtre ou quelque chose comme ça. Ok? Donc la deuxième partie, c'est sur les blocs de plongée. Donc vous avez pu le voir, on a différentes tailles, c'est 12, 15, on peut aller jusqu'à 18 litres, il y en a qui ont des billes de 7 litres et demi, etc. Généralement, c'est des blocs acier en France. On utilise des ponis aussi en aluminium un petit peu. D'autres pays, vous avez que des 12 litres longs en aluminium, par exemple. Si vous allez en mer Rouge, ce sera souvent le cas. Donc les deux matières principales, ça va être acier et aluminium. Vous avez aussi, les pompiers en utilisent par exemple les blocs en carbone, en fibre de carbone, mais ça c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus rare quand même en plongée. C'est utilisé un petit peu en recycleur, mais on va se focaliser quand même sur la partie qui est fabriquée à partir de blocs alu ou en acier. Les deux principales méthodes de fabrication, on prend une tôle et on vient l'emboutir en fait pour faire fabriquer un bloc.
Il y a des marquages réglementés, encore une fois, qui sont obligatoires. La marque, le litre, le nombre de litres, la pression d'épreuve, la pression d'utilisation, la date de dernière épreuve. Sur les blocs oxy, on a un marquage spécifique aussi, parce que l'oxygène, il faut pas qu'il y ait de graisse, donc on a des blocs en général alu spécifiques pour l'oxygène. Et donc il faut regarder aussi l'aspect poids, parce que 2 blocs de 18 litres, de 15 litres, acier, suivant la méthode de fabrication, peuvent avoir des fonds plus ou moins épais, et donc un poids réel plus ou moins important, alors que l'enveloppe à l'extérieur est pratiquement la même chose. Donc il y a un 15 litres qui peut lester un peu plus que l'autre, ou être un peu plus lourd apparemment dans l'eau qu'un autre, donc il faut quand même, c'est un marquage qui est quand même important sur les blocs de plongée, d'accord. En général, c'est des séries qui sont achetées, donc vous avez le même type de bloc dans le centre que sur les. Vous n'avez pas de différence de poids normalement dans les séries de blocs dans les centres de plongée. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie. Pour finir, on va faire tout ce qui est parler de tout ce qui est détendeur. Donc un détendeur, celui que vous mettez sur votre bloc. D'accord, donc là on va représenter le bloc de plongée avec sa robinetterie, d'accord, ici, toc, et là on va venir insérer un premier étage. Donc c'est un premier étage qui va être soit digne, soit étrié. Donc la différence principalement c'est au niveau de l'entrée, soit un filetage, soit étrié qui vient visser derrière. Donc ce premier étage, d'accord. Donc là je grossis le trait exprès, d'accord. Hop. Donc ici on a un système avec un siège. C'est encore un peu petit, mais voilà. Voilà. Ok. Donc on a ici, je vais ici en fait. Pas facile de le faire à main levée, mais j'ai des plaquettes tout à l'heure pour qu'on voit mieux. Donc ici, on a un système comme ça. Et là, on va avoir un ressort. Donc, on va lui faire la partie mobile d'une autre couleur. Je vais reprendre ici. Donc ça, c'est la partie mobile. Voilà. Donc, on a un système de chambre sèche, hein, ici. Il n'y a pas d'eau. Ici, on a un contact avec le milieu extérieur qui va venir, encore juste mon dessin d'ailleurs, qui va venir aider ici. Toc, et ensuite on va avoir une sortie ici. D'accord. Donc par défaut, le ressort ici, c'est la seule force qui agit. D'accord. Donc ce ressort, il est fait pour ouvrir le piston en permanence. Donc ici, laissez passer d'air. C'est la raison principale pour laquelle on vous a dit, et qu'il faudra dire aussi aux gens que vous accompagnez s'ils empruntent du matériel du centre, qu'il faut surtout pas immerger les détendeurs une fois qu'ils sont détachés du bloc. D'accord. Faire attention qu'ils ne trempent pas, parce que par défaut, le ressort ici va venir pousser le piston au bout de la chambre, et par défaut, donc, c'est ouvert. Donc, il y a tout un tas de systèmes aujourd'hui, vous allez entendre parler de systèmes ACD, par exemple, chez Aqualung, c'est toutes les marques en ont, qui, quand le système est détaché, il y a un autre petit ressort avec une pièce mécanique qui tente de fermer ici. Mais pour en avoir vu immerger des ACD, il y a des petites bulles qui traversent l'ACD. Donc s'il y a des bulles qui passent dans un sens, vous pouvez être sûr qu'il y a de l'eau qui passe dans l'autre. D'accord. Donc c'est des systèmes qui permettent de sécuriser pour qu'il y ait moins d'eau qui rentre dans le détendeur, mais il ne faut pas immerger et laisser les détendeurs d'effet immergés. D'accord. Donc par défaut,
on a un système qui est ouvert. Quand on va venir ouvrir notre bloc ici, donc là il faudrait faire une autre couleur encore. Quand on va venir ouvrir notre bloc ici, donc on a notre air qui va traverser la chambre, le piston, et qui va venir jusqu'ici, d'accord? Et la pression, parce que là notre détendeur, notre deuxième étage, il est fermé, la pression ici ensuite va augmenter et on a dit que c'était la force d'une pression sur une surface. Elle va venir exercer, voilà, c'est super mal. Elle va venir exercer la pression, une force qui va contrer la force du ressort, d'accord? Donc plus la pression augmente dans cette partie de la chambre, tant que c'est ouvert, plus le piston va venir ici, jusqu'à ce que ça arrive sur le siège, et là ça ferme l'arrivée d'air. Le système de réglage en usine, donc principalement lié au tarage du ressort qui est ici, vient envoyer ce qu'on appelle sur les détendeurs, vous voyez marqué moyenne pression, MP, on peut entendre aussi pression intermédiaire sur les questionnaires, il faut faire attention. Donc la moyenne pression ici, elle est en général entre 8 et 10 bars. D'accord? On peut trouver suivant les marques des réglages différents, mais on va partir sur 8 à 10 bars pour que vous ayez une notion d'importance. Donc quand cette pression est atteinte, le ressort est complètement suffisamment comprimé pour que notre piston ait bougé et soit venu fermer. Ensuite, ce qui va se passer, c'est on a de l'air à la demande quand on est sur la deuxième partie, sur le deuxième étage. On va venir faire une inspiration. L'inspiration va créer une dépression. Donc cette pression moyenne pression va baisser de nouveau. D'accord? Donc elle va plus être assez forte pour contrer le ressort qui va venir réouvrir et accepter de l'air de la bouteille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ici, alors juste pour complexifier un tout petit peu, on a un accès du milieu, d'accord? Donc l'eau, ok, qui va venir aider le ressort, d'accord? Donc plus la pression augmente quand on plonge, plus on va descendre, plus la pression augmente ici et plus elle va venir aider le ressort, d'accord? Okay. Donc c'est un système qui est très très rustique. C'est un des premiers systèmes inventés. C'est ce qu'on appelle un premier étage à piston simple, d'accord? L'avantage, c'est que c'est extrêmement robuste, d'accord? C'est très très rare d'avoir un problème avec ce genre de tendeur. Le défaut, c'est que suivant, si je veux faire toutes les forces en présence, donc il y a cette force-là qui va venir aussi appuyer, d'accord, pour aider le ressort. Quand la pression de la bouteille, en fait, va venir appuyer sur cette surface pour pousser également le piston. Donc plus l'air va baisser dans la bouteille, on part à 220 bars, on revient à 50, plus cette force qui s'appliquait sur le piston au départ pour aider le ressort à ouvrir va être faible, et donc plus vous allez sentir une dureté au niveau du détendeur. D'accord? Donc ça a ses avantages, extrême robustesse, d'accord? C'est généralement, vous avez beaucoup en détendeur club, parce que c'est très très robuste. Par contre, inconvénient, c'est que dès qu'on descend en dessous de 20-30 mètres, ou dès qu'on utilise l'air de la bouteille, on va avoir un confort respiratoire qui est dégradé. Ok? Pour contrer ce problème-là, d'accord? Donc là, on voit physiquement, c'est un détendeur dont le cylindre, le corps, va venir s'insérer parallèle à la sortie de la robinetterie. D'accord? On a l'axe de la robinetterie qui est comme ça, donc il va être parallèle. Ok? Pour contrer cette problématique-là, on a rajouté sur la technologie, hop, un système où là, cette fois-ci, le bloc qui est là. D'accord? Donc on a notre haute pression ici. Et donc là, on a un siège qui est ici. D'accord? Et donc, la force qui s'appliquait sur le piston pour l'aider ne vient plus s'appliquer du tout parce qu'elle est perpendiculaire au piston. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle compenser. C'est-à-dire que, quelle que soit la pression de la bouteille, c'est uniquement le ressort, la pression de l'eau,
et la moyenne pression qui vont venir jouer les équilibristes pour ouvrir ou fermer le système. D'accord ? Donc ça, c'est très avantageux parce qu'on se libère de la pression du bloc. Qu'on soit à 220 bars, à 100 ou à 50, on a le même confort respiratoire. On envoie en permanence une moyenne pression, une moyenne pression qui est tout le temps stable. D'accord ? Donc sur un système à piston, vous pouviez avoir une moyenne pression par rapport à la haute pression du bloc qui était au départ à 10 et puis qui fléchissait à 8. Sur un système comme celui-ci, compensé, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus stable et qui va se dégrader uniquement quand vous arrivez à 10-12 bars. Quoi. Parce que de toute façon, quand vous allez arriver à un système où il y a autant de pression là que ce qu'il faut en moyenne pression à la fin, ça va de toute façon venir péricliter. D'accord ? Mais le gros avantage de ce système-là, c'est une mécanique qui se libère un petit peu de la pression de la bouteille. Ensuite, les marques ont fait des systèmes avec double compensation. Donc c'est le même principe, surcompensé. Vous allez entendre parler de surcompensé. Ici, ils ont fait un petit épaulement sur le piston. Donc on parle de quelque chose qui est vraiment très très fin, donc c'est vraiment quelques millimètres. Ce qui fait que la pression est toujours en général perpendiculaire, mais elle va venir légèrement appuyer dans un sens et dans un autre. D'accord ? Donc ça va compenser dans les deux sens. Ok ? Donc encore une fois, il paraît que ça peut se modéliser au niveau de certains tests pour avoir vraiment une pression moyenne et donc un confort respiratoire vraiment symétrique tout le long. C'est clair ? Ok. Je vais pas faire sur ce schéma-là la membrane, d'accord ? Le dernier problème technologique, c'est qu'ici on voit qu'on a une chambre humide avec des pièces fixes et des pièces mobiles qui ont besoin de bouger. Et donc on a des joints toriques. Ici, évidemment, il y a un problème de stylo. Voilà. Ici, évidemment, il va y avoir des joints toriques, d'accord, qui vont venir se placer ici et là, pour que l'air ne passe pas d'une partie à l'autre, elle doit être forcée à emprunter le bon chemin, d'accord ? Et donc on voit bien que l'eau venant dans cette chambre-là, au contact de tout ce qui est ressort, pièces mobiles, etc., si l'eau est très très chargée, d'accord, on peut avoir des soucis avec des pistons qui finissent par se bloquer, etc. Donc quand vous entendez parler de système à membrane, c'est simplement que la partie pression d'eau, on l'a rejetée à l'extérieur, on a mis une membrane, donc plus la pression extérieure augmente, plus il va pousser le ressort, et donc aider la mécanique suivant la pression de l'eau de nouveau, d'accord, mais sans que l'eau soit en contact avec aucune pièce mobile du produit. Ok ? Ça marche ? Là, les pannes principales, comme dit, si on a plongé en eau très chargée, etc., on peut avoir un piston qui se coince. On peut avoir des systèmes de givrage. Donc, quand l'air se détend dans cette chambre-là, c'est un tout petit environnement, mais malgré tout, dès que l'air s'étend, elle va générer du froid. Quand on plonge de l'eau en dessous de 10 degrés, et des fois en dessous de 5 degrés, le risque, c'est que ce froid immédiatement condense ou gèle l'eau qui est dans le mécanisme. Et donc le piston est bloqué, évidemment ouvert, puisque le moment de détente, c'est un moment où le piston est ouvert et où l'air passe. Et donc le piston, il gèle, il givre ouvert, et donc on a ce qu'on appelle un débit continu, parce que au lieu de s'arrêter à 8 ou 10 bars, le piston ne peut pas revenir en arrière, et donc si on a 200 bars dans le bloc, on se retrouve rapidement à augmenter la pression dans le système, et là le second étage, lui, il est fait pour bloquer automatiquement l'air quand il arrive à 8-10 bars, et s'il dépasse 15-17 bars, il se met à fuser tout seul. Par sécurité, il va venir s'ouvrir tout seul, et vous avez un détendeur qui givre en premier étage, et qui vous délivre de l'air en continu sur votre deuxième étage. C'est clair ? Pas de questions ? Ok, parfait. On va passer maintenant à quelque chose d'un petit peu pratique sur les détendeurs. La première chose que je voulais vous montrer, donc ça, on est en face de quel type de détendeur ? Compensé. Voilà. Donc ce qu'on a vu sur le schéma tout à l'heure, j'ai le système qui est à l'intérieur, qu'il faut se représenter mobile à l'intérieur de ce cylindre-là, et l'arrivée d'air qui est perpendiculaire au système mobile. Donc il y a de fortes chances qu'on soit sur un système compensé. Ce
Ce que je voulais vous montrer d'abord, donc ici, on a un étage haute pression, donc qui est en amont du siège vers lequel on va envoyer l'air envoyé de pression, pour éventuellement mettre une sonde, mais principalement aujourd'hui encore des manomètres, pour pouvoir contrôler l'air de notre bouteille. Donc évidemment, ici et là, c'est comme si j'utilisais l'air qui était directement en dessous. Et ce que je voulais vous montrer, si vous approchez un petit peu, ici, vous voyez, vous avez un réducteur de débit. D'accord ? Donc souvent, ça arrive, même sur du matériel très entretenu, comme là, il va circuler 220 ou des fois même 230 bars, que le flexible devienne poreux, par exemple, et puis qu'on ait des séries de micro-bulles là qui se... D'accord ? Même si ça venait à casser, avec ce réducteur, d'accord ? C'est moins important comme débit que un détendeur qui se met à fuser dans l'eau ou un débit continu dû au froid comme on l'a vu tout à l'heure. Donc l'air qui va s'échapper à travers le réducteur ici en haute pression est beaucoup moins, c'est impressionnant parce qu'il y a quand même un chapelet de bulles, mais c'est beaucoup moins impactant au niveau sécurité qu'un problème que vous pouvez avoir au niveau du deuxième étage par exemple ou un premier étage qui se met qui est bloqué et qui se met ensuite donc à faire fuser le deuxième étage. D'accord ? Il y aura beaucoup moins de débit sur un système haute pression comme ça, même si ça venait à casser à cet endroit-là, il y a de l'air qui s'échappe. D'accord, mais c'est beaucoup moins dangereux, on risque pas de vider le bloc en quelques secondes. Alors qu'un givrage, on peut littéralement vider un bloc en 2-3 minutes. Hein. D'accord, c'est comme si vous respiriez en continu sur le deuxième étage, donc là vous pouvez littéralement vider le bloc. Ok. Donc sur ce système-là, la première chose que je voulais vous montrer, c'était donc celle-là. Et ensuite, on va avoir la partie de la tourelle, donc qui est derrière la partie piston mobile et qui va donc délivrer de la moyenne pression. Donc en général, on a 3, 4, 5 possibilités. On va retrouver notre direct système, d'accord. Qui se branche sur le gilet. On peut éventuellement en trouver un deuxième pour la combi étanche ou d'autres accessoires. Et ensuite, soit un, soit deux deuxième étage. D'accord ? Le deuxième étage, en fait, c'est quasiment le même fonctionnement que le premier étage, dans le principe. C'est-à-dire que lui, il va avoir le premier étage à décompresser de l'air jusqu'à 230 bars vers 8 à 10 bars. Et ensuite, le deuxième étage, son rôle, ça va être de faire la même décompression de 8 à 10 bars à la pression ambiante. Donc en surface à 1 bar, à 40 mètres 5 bars, etc. Je ne vais pas refaire le cours de niveau 2, mais il va délivrer à la pression ambiante. Son rôle, c'est de délivrer en permanence à la pression ambiante. Donc on voit ici une particularité. On a parlé tout à l'heure de givrage. Donc on peut avoir des systèmes avec des ailettes comme ça. Ça, en général, c'est des petits radiateurs qui cherchent à dissiper le froid dû à la détente sur l'eau qui est à l'extérieur. L'eau, elle sera au moins toujours à 4, 5, 6 degrés, donc elle sera plus chaude, entre guillemets, que de l'air qui est en dessous de 0 degré quand il se détend. D'accord ? Donc ce type de radiateur, vous pouvez le trouver au niveau du corps aussi du premier étage et du deuxième étage ici sur l'arrivée du flexible. C'est en général proche de l'endroit où l'air se détend pour pouvoir avoir un meilleur échange thermique et donc éviter ces problèmes de givrage. Donc j'ai des coupes rapidement pour pas les dessiner au tableau de nouveau. Alors on va finir sur le deuxième étage. D'accord. Donc là, c'est pas une vraie coupe technique, hein, c'est plutôt schématisé. Ok. La première chose qu'on va voir ici, c'est une vis de réglage. C'est celle qui vous permet de ce qu'on appelle le pré-dive ou d'empêcher votre deuxième étage de fuser trop facilement. Ici, on va retrouver le bouton de surpression, d'accord, qui vient s'appuyer sur une membrane. Qui elle actionne un levier et va venir mettre en mouvement le piston qu'on voit ici. Et donc on a notre arrivée moyenne pression qui est sur le côté. Donc là on voit un système d'ailleurs sur un deuxième étage, ce système à ailette qui est en fait pour améliorer les échanges thermiques. L'air se détend, on vient de le voir pour les problèmes de givrage, et donc pour évacuer plus rapidement cet air froid, enfin le froid qui a été généré par la détente, on va avoir ces systèmes à ailette, ces systèmes de radiateurs pour dissiper plus rapidement et échanger avec l'eau
qui reste froide, elle peut être à 5-6 degrés, mais elle sera toujours moins froide que l'air qui est détendu dans les chambres des premiers et deuxième étages. Donc on voit ce système-là, notre vis de réglage, notre arrivée de moyenne pression. Il faut s'imaginer, donc on a de nouveau un piston à l'intérieur de cette chambre-là. Donc on voit aussi que sous l'effet de l'inspiration, notre membrane ici va venir actionner le levier, libérer de nouveau le piston pour laisser rentrer la moyenne pression, d'accord, jusqu'à ce que nouveau on arrête d'inspirer, et donc la force du ressort et la membrane vont venir remettre le système en place et fermer cette moyenne pression. On voit une dernière chose quand même ici, d'accord. On a un système de soupape, donc là on n'a pas représenté l'expiration, d'accord. Là c'est quand le système est équilibré, c'est-à-dire on le branche à la bouteille, on ouvre le robinet, on a la moyenne de pression qui arrive, c'est ce schéma-là. Ensuite on commence notre inspiration, on crée une dépression dans la chambre ici, et donc avec ce levier-là on va venir enlever le piston, et donc la moyenne pression va pouvoir venir de nouveau rentrer de l'air dans la chambre. Donc il manque un troisième schéma effectivement, qui est le schéma lors de l'expiration, qui va venir donc lors de l'expiration, c'est comme quand on arrête d'inspirer, la chambre s'est mise à la bonne pression ici, et donc est venu fermer ici, le clapet est venu se fermer sur la moyenne pression, et donc l'air a arrêté d'affluer dans la chambre. Par contre, il va falloir expirer notre air, et ça se fait également à travers notre étage. On n'est pas tout le temps en train de sortir le détendeur pour faire et ensuite le reprendre. Donc ici on voit il y a un autre système de clapet, d'accord, qui lui, dès que l'air va être expulsé, donc cette fois-ci c'est l'air de la chambre qui va augmenter puisque on va souffler dedans, d'accord, et là c'est une soupape entre guillemets de surpression qui va venir s'ouvrir et laisser libérer l'air qui va passer de chaque côté des moustaches. Donc si on en revient sur les pannes courantes, de l'eau dans le détendeur, ça peut être la membrane ici qui est fendue, d'accord, d'où l'intérêt de faire tester l'Octopus non pas en faisant juste mais en le mettant en bouche et en inspirant dessus, d'accord. Là on s'assure dans la procédure de départ, on se stabilise à 5 mètres, chacun teste son Octopus. Deux intérêts, le premier c'est de faire le geste, d'accord, c'est de savoir pour pouvoir le donner, savoir le décrocher rapidement, etc. Si vous le faites à chaque plongée, il y a plus de chances de pouvoir être efficace si vous avez vraiment une panne d'air sur un coéquipier. Et la deuxième chose, c'est de tester de bout en bout votre matériel, d'accord. Comme dit, quand vous testez sur le bateau en juste actionnant le bouton de surpression, ça va effectivement venir appuyer sur la membrane, le levier, et donc libérer le piston pour que la moyenne pression amène de l'air, mais vous vous assurez pas qu'il n'y ait pas un problème de cette membrane-là qui soit fendue, etc. Donc tous ces problèmes-là, sur du matériel entretenu, ça ne doit pas arriver. Mais, entre guillemets, si quelqu'un vous dit il y a de l'eau qui rentre, alors, outre les gens qui mettent mal l'embout dans la bouche, il peut y avoir ce problème-là, ou il peut y avoir des grains de sable ou des choses qui se sont mises ici dans la soupape de surpression. C'est-à-dire qu'elle s'est ouverte, elle est très chargée, ou il y a quelqu'un qui a mis un coup de panne, il y a du sable dans l'eau, etc. On a du sable qui vient ici se mettre au niveau de la soupape, et elle n'arrive pas à se refermer complètement. Du coup, quand on inspire, on aspire un petit peu d'eau en même temps. D'accord ? Donc ça, c'est des problèmes. Sans démonter le deuxième étage, vous n'arriverez pas à régler. De l'eau dans un détendeur, en général, ça requiert l'intervention d'un spécialiste. Vous amusez surtout pas à commencer à démonter des deuxièmes étages sur un bateau. D'accord ? Voilà. Vous aviez des questions ? Vous vous sentez prêt ? Très bien. Formation Aquadomia. T'adores ce que tu vois. Tu ouvres grand les yeux quand tu plonges dans le grand bleu.